Madame, Monsieur, bienvenue. Vous regardez i24 News. Merci à vous d'avoir choisi notre chaîne. C'est l'heure de votre rendez-vous avec le sport. Voici en bref les titres que nous allons développer aujourd'hui. Liverpool est imparable. En Première Ligue, leur mission est de plus en plus claire, devenir champion d'Angleterre. Et cela passe par une victoire contre Manchester City le week-end prochain. La France réussit un miracle en Coupe Davis. Les Bleus se qualifient pour les demi-finales alors qu'ils étaient menés 2-0. San Antonio se remet dans le droit chemin. Après sa défaite contre Oklahoma, les Spurs battent Memphis mais perdent Tony Parker. Enfin, Mercedes réussit un petit exploit en début de saison de Formule 1 et remporte les 3 premiers Grands Prix. Et on commence tout de suite par le football, direction l'Espagne où le suspense est bien encore présent. Le Real Madrid s'est rendu au Pays Basque pour y affronter la Real Sociedad, un déplacement périlleux que les Madrilènes ont bien négocié. Ouverture du score signé Ilyara Mendy. Seconde mi-temps, mauvais renvoi du gardien qui dégage directement dans les pieds de Gareth Bale. Le Gallois ne se fait pas prier, renvoie le ballon au milieu des filets. Et le carnage continue. À 5 minutes de la fin, Pepe marque du gauche après une belle remise sur Sergio Ramos sur corner. Et allez, un 4e but signé Morata. Le Real s'impose 4-0. Direction la Catalogne où le Barça a reçu le dernier du championnat, le Betis Séville. Et les Catalans ont su ouvrir la marque sur pénalty à cause d'une faute commise sur Alexis. Léo Messi s'en charge. À contre-pied, ça fait 1-0. Barcelone double la mise. Figueras intercepte une passe mais prend à défaut son gardien sans réellement briller. Le Barça mène 2-0, le Betis revient au score dans la foulée. Castro tire dans un trou de souris et trompe le gardien adverse. Mais le Barça va se mettre définitivement à l'abri sur un nouveau pénalty pour une main. Messi doit s'y reprendre à 2 fois, mais il finit par marquer doublé pour l'Argentin et victoire 3-1 pour les Catalans. Et on termine par le leader du championnat, l'Atlético Madrid, qui a reçu Villarreal au Vicente Calderón. L'ouverture du score arrive au quart d'heure de jeu. Elle est signée Raúl Garcia sur corner. Le score en reste là, service minimum pour les Rouges et Blancs qui s'imposent 1-0. Alors on va tout de suite jeter un œil au classement. Rien ne change évidemment avec la victoire du trio de tête. Derrière, ça se bouscule. Séville revient à 3 points de Bilbao qui doit jouer contre les Levante. Sociedad et Villarreal accusent le coup et restent 6e et 7e. Départ pour l'Angleterre à présent, rien ne va plus du côté d'Arsenal. Regardez, les Gunners ont fait naufrage face à Everton, une défaite lourde, 3-0 qui remet en cause toute la saison des Londoniens, une défense catastrophique, une attaque peu inspirée, un non-match de la part des hommes d'Arsène Wenger. Il y a encore quelques semaines, les canonniers étaient encore en lice pour la Ligue des Champions pour remporter le championnat. Aujourd'hui, il ne reste plus rien si ce n'est une demi-finale de Cup. Un bilan donc très mitigé. Je vous propose d'écouter Arsène Wenger à l'issue de la rencontre. Évidemment, beaucoup de déceptions. Notre performance n'a pas été convaincante, ni défensivement ni offensivement. Et Everton a été meilleur que nous et méritait de gagner. C'est un résultat très décevant et une performance décevante. Les deux vont ensemble d'ailleurs. Nous devons nous ressaisir, revenir aux bases et nous préparer pour le prochain match. Et surtout, féliciter Everton pour son match très convaincant. Et de son côté, Liverpool bat West Ham 2-1 grâce à son super capitaine Steven Gerrard. Le joueur anglais a inscrit un doublé sur penalty, une discipline dans laquelle il excelle. Je vous propose d'écouter son entraîneur. À ce sujet, vous allez l'entendre, il ne tarit pas d'éloges sur son joueur. C'est loin d'être un accident. Il étudie les gardiens de but, il analyse leur manière de plonger et il sait varier ses tirs. Il peut mettre la balle où il veut. Pour moi, en tant qu'entraîneur, avoir quelqu'un d'aussi calme et posé que lui dans ce genre de situation, c'est rassurant. Il a été très bon, mais pour moi, c'est presque une performance banale. J'ai l'habitude de son sang-froid. Et dans les autres rencontres de la journée, la course au titre continue. Manchester City s'amuse avec Southampton. Large victoire 4-1. Chelsea écrase Stoke City 3-0. Enfin à noter la large victoire de Manchester United sur le terrain de Newcastle avec un doublé de Juan Mata.
Au classement, Liverpool conserve sa première place mais reste toujours à la portée de Chelsea et surtout de Manchester City qui compte 2 matchs en moins. Derrière, Arsenal est toujours 4e, mais vit sous la menace d'Everton qui compte 1 match en moins également. Le choc du week-end prochain, c'est la rencontre entre Liverpool et Manchester City. On en saura un petit peu plus sur l'issue du championnat. Allez, on va passer tout de suite à la Bundesliga. Terrible désillusion pour le Bayern après son match nul de la semaine dernière face à Hoffenheim. Les Bavarois sont tombés ce week-end, une défaite 1-0 face à Augsburg. Rendez-vous compte de la performance. La dernière fois que le Bayern avait perdu en Allemagne, c'était le 28 octobre 2012. Depuis, ils ont enchaîné 53 rencontres sans perdre. Pep Guardiola peut nourrir quelques regrets. Schalke 04 s'est rendu sur le terrain de Werder de Brême et ils n'ont pas su s'extirper du piège tendu par les Verts. Un match nul 1 partout. Schalke a raté une occasion de mettre la pression sur Dortmund et reste coincé à la 3e place du championnat. Et justement, le Borussia, lui, n'a pas raté sa chance de conforter sa seconde place malgré l'ouverture du score de Wolfsburg. Les jaunes et noirs sont revenus dans la partie grâce à Lewandowski et a pris les commandes avec une réalisation de Reus après la déculottée de mercredi. Face à Madrid, Dortmund se remet sur de bons rails. Alors, au classement, le Bayern, déjà champion, reste évidemment en tête avec 20 points d'avance. Dortmund consolide la seconde position et prend 3 points d'avance sur son voisin de Schalke, le Bayer Leverkusen, qui vient de limoger son entraîneur. Sami Hyypiä continue sa descente aux enfers et descend à la 5e position. Allez, voyage en France à présent, la vie est belle pour le Paris Saint-Germain. Les joueurs de la capitale s'imposent facilement sur Reims avec une équipe bis de très bon augure avant d'affronter Chelsea cette semaine. En quart de finale, retour de la Ligue des Champions, Monaco repart de l'en avant et s'impose face à Nantes au stade Louis II avec notamment un doublé de Rodriguez. Lille et Lyon restent très solides et s'imposent à Toulouse et Valenciennes. Enfin, Saint-Etienne s'est fait peur sur son terrain et a arraché le match nul contre Nice. Allez, au classement, le Paris Saint-Germain se rapproche un petit peu plus du titre. Monaco est toujours second mais reste sous la menace d'un retour lillois. Saint-Etienne et Lyon sont toujours en compétition pour la fameuse 4e place. Léger avantage pour les Stéphanois. Allez, direction la Turquie pour du football toujours. C'était chaud, très chaud. Le derby d'Istanbul entre Galatasaray et Fenerbahçe. Au total, pas moins de 16 cartons ont été distribués par l'arbitre, dont 2 rouges. Mais c'est bien Galatasaray qui s'est imposé 1-0 grâce à un but précoce inscrit par Wesley Sneijder. Dès la 9e minute de la rencontre, le Néerlandais a profité d'une belle reprise de volée de Felipe Massa pour propulser le ballon dans la filée. Le stade Turk Telecom Arena rugit de plaisir. La suite a été plus facile pour Galatasaray. Belözoğlu récolte d'un second carton jaune à la 39e minute pour un énième accrochage avec Felipe Melo à 10. Fenerbahçe n'est pas parvenu à trouver la solution en seconde période, le match devenant de plus en plus accroché au fil des minutes. Et inévitablement, c'est Felipe Melo qui a récolté le carton rouge de la partie. À la 86e minute de jeu au classement, Galatasaray prend la 2e place au Beşiktaş à la différence de but, mais reste à 7 points de Fenerbahçe, leader, qui compte de surcroît toujours un match en moins. Allez, on va passer tout de suite au tennis avec la Coupe Davis. C'est un véritable exploit qu'a réalisé l'équipe de France. Alors qu'ils étaient menés 2-0 par l'Allemagne, les Français sont parvenus à inverser la tendance. C'est Gaël Monfils qui a achevé ce magnifique retournement de situation en battant Peter Gojowczyk sur le score 6-1, 7-6, 6-2. Et en demi-finale, la France affrontera la République tchèque qui n'a pas fait détail face au Japon. Les Tchèques s'imposent 5-0 et c'est la paire Onsol-Stepanek qui a marqué le point de la victoire. Je vous rappelle que les Tchèques sont double tenants du titre. Et on revient sur l'exploit de l'Italie qui a écarté la Grande-Bretagne d'Andy Murray 3-2 à Naples avec une ambiance survoltée. Fognini a écarté le joueur écossais en 3-7 avant qu'Andrea Seppi ne termine le travail face à James Ward. Et puis en demi-finale, les Italiens retrouvent la Suisse de Federer. L'ancien numéro 1 mondial a sauvé son équipe face au Kazakhstan. Il s'impose 7-6, 6-2, 6-3 face à Golubev. Et la Suisse s'impose sur le fil 3-2. Allez, on va tout de suite jeter un coup d'œil sur le programme des demi-finales. La France
accueille la République tchèque et rêve déjà d'une finale face à son voisin suisse. On évoque même la possibilité d'organiser l'événement à Roland-Garros. Enfin, l'Italie se rendra en Suisse pour ses premières demi-finales depuis 1998. Elle aura fort à faire face à Federer et Wawrinka. Sport toujours, mais celui-là, on l'aime beaucoup moins. Oscar Pistorius a été entendu. Le procès du champion paralympique sud-africain a repris ce lundi. Il est jugé pour le meurtre, je vous le rappelle, de sa petite amie en février 2013. Il a été appelé à la barre et commencé sa déposition en s'excusant en larmes auprès des familles de la victime. C'est la première fois qu'il s'exprime en public depuis le drame. Il a également confié qu'il était sous médicaments et qu'il souffre de terribles cauchemars. Sa déposition, dont les images ne seront pas diffusées en direct à la télévision, a été très attendue. L'athlète explique qu'il a tué par erreur son ami au matin de la Saint-Valentin 2013 en la prenant pour un cambrioleur caché dans les toilettes. De son côté, l'accusation croit au contraire qu'il a abattu sciemment et a produit des témoignages troublants pendant les 15 premiers jours d'audience de ce procès qui a été ultra médiatisé. Sport mécanique, à présent, le Britannique Lewis Hamilton en Mercedes a remporté le Grand Prix de Bahreïn. Il devance son coéquipier Nico Rosberg. C'est la 3e victoire de l'écurie Mercedes en 3 courses cette saison. À noter que lors du 41e tour de ce Grand Prix, Pastore Maldonado a accroché la monoplace d'Esteban Guterres qui est ensuite parti en tonneau. Plus de peur que de mal, les deux pilotes vont bien, mais Maldonado a été sanctionné pour sa manœuvre dangereuse. Parti en première ligne, les deux pilotes Mercedes ont donné un véritable récital tout au long des 57 tours de cette course disputée pour la première fois en nocturne, à la lueur de 500 projecteurs. Cela pour fêter le 10e anniversaire de l'édition inaugurale remportée en 2004 par Michael Schumacher en Ferrari. Et si on ouvrait une page NBA maintenant, après leur défaite sur le parquet d'Oklahoma City, les San Antonio Spurs se sont ressaisis face à Memphis. Une victoire nette et sans bavure, 112-92, qui permet, si cela était nécessaire, de confirmer leur première place en conférence Ouest. Malgré cette 60e victoire pour seulement 17 défaites, très mauvaise nouvelle pour la franchise texane. Tony Parker s'est blessé au dos alors qu'il tentait un shoot. Il a été bousculé et mal retombé. Après avoir reçu les soins, il a pu reprendre la rencontre et a finalement préféré ne pas revenir après la seconde mi-temps. Et ce n'est pas la première fois que Tony Parker subit ce genre de problème puisqu'il a été absent des parquets pendant environ 10 jours en février pour une blessure similaire. On en saura plus après une IRM qu'il devrait passer dans les jours qui viennent. À moins de 2 semaines des playoffs, c'est une très mauvaise nouvelle pour les Spurs. Il n'y a pas que le Paris-Dakar dans la vie au Pakistan, un rallye existe aussi. C'est très important pour les Pakistanais, 3 jours de compétition intense. Et même si l'organisation laisse encore un peu à désirer, tout le monde y croit. Les Pakistanais veulent imposer cette compétition sur la scène internationale. Regardez les images. 3, 2, 1, vrombissement de moteur au beau milieu du désert du Cholistan, au sud du Pendjab pakistanais. Ces pilotes vont lutter contre le sable sur un parcours de 220 km, sous les yeux de plusieurs dizaines de milliers de spectateurs venus de tout le pays. Pour les locaux, c'est le gros événement. Les gens viennent de loin. Je voudrais que cet endroit soit connu, pas seulement au Pakistan, mais dans le monde entier. C'est bien qu'il y ait ce rallye. Ça existe partout à l'étranger, à Dubaï, en France. C'est très important que nous aussi, dans notre pays, nous en ayons un. Nous sommes heureux, c'est une grande fête pour nous. Le rallye a pour objectif de s'imposer sur la scène internationale, au même titre que ceux des pays du Golfe, par exemple. Mais pour le moment, l'organisation reste un peu artisanale et ne parvient pas encore à attirer des pilotes étrangers. Mais pour le Pakistan, ces 3 jours festifs sont déjà une belle victoire. C'est super de venir ici. Ça donne une bonne image du Pakistan parce que tout ce qui se passe dans le pays, c'est négatif. Alors c'est bien d'avoir des événements positifs aussi. En temps normal, le désert du Cholistan, c'est du sable, à perte de vue, le silence et un fort âgé de plusieurs siècles qui domine la plaine. La densité de population ne dépasse pas 10 habitants au kilomètre carré et les locaux vivent de l'élevage. Mais durant le rallye, la vie quotidienne change radicalement.
Quand les touristes viennent, ils dépensent de l'argent. Ils dorment quelque part, ils achètent à manger quelque part, ils achètent de l'essence ou du gaz. Les habitants leur fournissent des guides dans le désert, donc il y a beaucoup d'activités économiques avec cet événement. Dès la fin de l'événement, le désert retrouvera son silence jusqu'à la 10e édition du rallye l'an prochain, qui est déjà en voie de préparation. Et puis direction la Bretagne, début de la 12e édition de la Transat AG2R depuis Concarneau. 15 duos de navigateurs vont parcourir 7200 km jusqu'à l'île antillaise de Saint-Barthélemy. Ils utiliseront des monocoques d'une dizaine de mètres de long. La course rassemble des vétérans associés à des marins plus jeunes, expérimentés. Michel Desjoyaux fait équipe avec le jeune Corentin Auro, 24 ans, un bel exemple de transmission. Et bien voilà, c'est déjà la fin de notre émission. Merci de votre fidélité sur i24 News. On se retrouve demain pour encore plus de sport. En attendant, vous pouvez nous revoir sur notre site internet i24news.tv. Notre site internet est disponible pour vous 24 heures sur 24. Restez avec nous. En attendant, l'info continue sur i24 News.